Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de la transition écologique et de la RSE avec un grand entretien aujourd'hui, celui de Cécile Mull, la présidente du groupe Mull, spécialiste de la culture et de la transformation des matières premières aromatiques, un groupe à la fois agricole et industriel au cœur du bassin grassois. On verra quels sont ses engagements et ses actions en matière d'approvisionnement, de traçabilité et de formation aux enjeux environnementaux. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour s'appelle Encaval et veut révolutionner le calendrier de l'Avent. Vous allez voir, c'est de l'aventure en fait. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est le grand entretien de Smart Impact. Bonjour Cécile Mull, bienvenue. Bonjour, vous êtes donc la présidente du groupe Mull, entreprise familiale, exploitant agricole depuis 5 générations. Et je disais en titre, à la fois agricole et industriel. Ça veut dire quoi ? Alors effectivement, à la fois agricole et industriel. Ma famille est agriculteur depuis 5 générations. Donc, je suis la 5e génération. Mon père a amorcé notre développement industriel dans les années 70, une époque où les sociétés locales de transformation aromatique délaissent les productions agricoles du bassin grassois pour privilégier des filières étrangères pour des raisons économiques principalement. Lui, il fait le choix inverse. Il fait le choix inverse, effectivement. Une vision stratégique pour l'époque, d'ancrer finalement notre groupe dans un message de traçabilité complète, de la plante jusqu'à l'extrait, et donc intègre les compétences de l'extraction, de la distillation des végétaux pour garantir à notre activité agricole des débouchés et une pérennité de son activité. Donc il y a effectivement le débouché industriel, ça veut dire que vous maîtrisez aussi cette partie de la chaîne de valeur. Voilà, exactement. Donc depuis ces années-là, depuis les années 70, donc depuis un peu plus de 40 ans, on transforme donc des végétaux. Donc on les distille, on les extrait, on obtient donc des extraits qui sont ensuite utilisés par les industries à la fois cosmétiques, parfumerie, agroalimentaire. On produit des ingrédients pour des formules de produits qu'on consomme tous les jours, que tous les consommateurs utilisent. Alors justement, quels sont les produits phares et les clients, si vous pouvez en citer quelques-uns? Alors les produits phares, donc nos produits historiques, nos cultures, donc on est sur la culture de la plante à parfum, historiquement dans le bassin grassois, donc on va parler de rose, de jasmin, de mimosa, mais sur la partie plus, on va dire, agroalimentaire, notre histoire s'est enrichie au fil des années, une fois qu'on a eu cet outil industriel de la transformation d'autres végétaux, plus du tout pour le coup issus de nos productions locales, mais issus de l'importation. Donc là, en voyage. Exactement, en voyage, la vanille, du cacao, et là pour des sociétés de l'agroalimentaire. Nos clients sont à la fois des grands groupes, des grandes marques, comme des PME ou des artisans. C'est un portefeuille assez large. Clients. Alors, il y a Mull et il y a Gazinière, qui est une marque aussi connue. C'est quoi l'histoire de Gazinière? Alors, Gazinière, c'était une société qui existait depuis 1865. 1865, voilà, j'adore les vénérables, moi. qui porte le nom de son fondateur, Jean Gazinière, qui était basé sur la commune de Golfe-Jean, donc sur le littoral, entre Cannes et Antibes, et qui était spécialisé dans la distillation de la fleur d'oranger. Il faut imaginer qu'à cette époque, il y avait énormément de cultures de fleurs d'oranger sur ces collines, face à la Méditerranée. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins, c'est une activité qui s'est malheureusement perdue. Et donc, quand mon père décide de prendre cette aventure industrielle, il fait le choix de reprendre cette société. Alors la RSE, ce n'était pas un mot qu'on employait dans les années 70, même si je comprends que le choix finalement stratégique qui a été fait était un peu dans cette logique. Vous avez pris la tête du groupe Mull l'an dernier, mais vous êtes dans l'entreprise depuis beaucoup plus longtemps, quoi, une quinzaine d'années. Oui, alors effectivement, le groupe Mull, on a effectivement on a créé un groupe pour associer vraiment les deux pôles d'activité depuis un an, mais ma présence dans l'entreprise est maintenant presque depuis un peu plus de 14 ans, et directement à la direction de chaque entité. Oui, mais alors, qu'est-ce que vous avez apporté en matière RSE? Alors, disons que quand je suis arrivée, j'ai fait le constat que ce message finalement de traçabilité que mon père avait voulu construire, c'est un peu décousu avec cet approvisionnement externe, puisque une fois que nous avons eu l'outil industriel, nous avons dû l'amortir. Donc nous sommes mis à approvisionner des matières aromatiques qui étaient d'intérêt pour le secteur. Donc je parlais tout à l'heure de vanille, de cacao, de café. Donc effectivement des productions que nous ne produisons pas nous-mêmes sur le territoire. On ne sait pas faire en pays grassois. Pas encore.
peut-être qu'avec le réchauffement climatique... Oui, je ne sais pas s'il faut le souhaiter, mais voilà, bon. Effectivement. Oui. En tout cas, voilà, donc nous nous sommes mis à sourcer ces matières premières et moi, j'ai fait le constat qu'on avait finalement perdu ce message-là de traçabilité puisqu'on ne maîtrisait pas ces étapes de culture. Et donc, j'ai voulu rajouter comme activité cette maîtrise des filières d'approvisionnement. Et donc de gestion, de pilotage des filières et de la chaîne d'approvisionnement. Je pense qu'on avait donc cette chance dans le groupe d'avoir des compétences agricoles, des agriculteurs, des personnes qui connaissent la terre, le métier agricole, à la fois donc le côté industriel. Et il fallait rassembler toutes les compétences et grâce à ça, on peut accompagner un producteur à l'étranger ou même ailleurs sur le territoire et garantir une traçabilité à nos clients. Quelques chiffres concernant le groupe MUL, chiffre 2020, 33 700 000 euros de chiffre d'affaires, 7% de croissance, 106 salariés en équivalent temps plein, 150 hectares de parcelles agricoles en propre. Et effectivement, vous en parliez, on va rester là-dessus, 45 filières d'approvisionnement en 2020, dont 17 en France, dans le pays de Grasse. Quand on parle de vos filières d'approvisionnement à l'étranger, c'est beaucoup plus complexe forcément. Pour la traçabilité, pour la transparence, pour la certitude que les principes que vous voulez insuffler dans l'entreprise sont respectés jusqu'au bout de la chaîne. Comment vous faites ? Alors, effectivement, donc nous, on a d'abord pris ce sujet en allant sur le terrain. Au départ, pour garantir donc, cette traçabilité, cette transparence de l'information sur les méthodes de culture, aussi parce que je suis convaincue que la qualité aujourd'hui d'un produit, c'est la qualité des conditions qui vont encadrer une production, donc à la fois environnementale, sociale, économique. Donc on a créé une cellule en interne. C'est une réelle activité de l'entreprise. On n'a pas fait de la RSE un centre de coût ou une réglementation de plus. C'est vraiment on en a fait une activité à part entière. On a revu notre modèle économique. Et parce que cette qualité dont je parle, pour moi, c'est aujourd'hui un avantage concurrentiel, un élément différenciant pour nos produits. Et donc, on a structuré une cellule en interne, un service qui gère cela. Et donc, qui se charge de contrôler, quoi. Si on prend la vanille, tiens, voilà, qui est un peu le produit, le produit phare de Gazinière, c'est peut-être on peut retourner ça. C'est quoi les difficultés que vous rencontrez pour sourcer, pour tracer, pour certifier ? Alors, les matières premières, la vanille est un très bon exemple, se trouve principalement dans des pays avec des enjeux assez complexes, que ce soit politiques, économiques. Et donc, quand on est sur le terrain, on se retrouve face à des enjeux sociaux, principalement aussi. Et là, justement, il y a deux méthodes. Où on est dans de la vérification de conformité, où on décide d'avoir une démarche inverse pour apporter des solutions plutôt de diagnostic et d'amélioration continue. Et c'est donc d'accompagnement, en fait. C'est la voie qu'on a choisie, effectivement, parce que il n'existe pas de solution aujourd'hui clé en main pour ces enjeux-là. Il faut expérimenter, il faut être sur place, il faut être sur le terrain. Donc notre responsabilité, elle est, en ayant choisi de faire de cette intégration des filières un modèle économique, notre responsabilité, elle est d'agir, puisque nous sommes en première ligne, en contact direct avec les producteurs. Et donc, on va avoir pour mission d'accompagner, de structurer, d'intégrer, à la fois sur les problématiques liées vraiment à la culture agricole, donc accompagner sur les itinéraires de culture, les choix en matière environnementale et également sur les enjeux sociaux. Dans le milieu agricole, il y a énormément d'enjeux en matière de travail informel. Donc, il faut pouvoir les identifier et adresser des solutions, en tout cas des expérimentations de solutions. Ça, c'est un investissement. C'est-à-dire que l'accompagnement, tel que vous le décrivez, ça coûte forcément plus cher que simplement attendre une certification, entre guillemets, clé en main et dont on n'est pas sûr. Donc, le retour sur investissement, comment vous l'évaluez ? C'est un investissement en temps. C'est un investissement aussi financier. On l'évalue aussi, on y trouve aussi notre retour parce qu'on en a fait, donc, comme je disais, un modèle économique, un levier de performance. Donc aujourd'hui, quand on vend un extrait végétal, on vend un extrait végétal tracé, certifié à des marques qui ont derrière la garantie et la transparence de l'information. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'important pour répondre aux enjeux auxquels toutes les marques ont de plus en plus besoin d'avoir des réponses pertinentes. Et c'est surtout qu'on arrive en tout cas, la clé de succès va être le partenariat. Ça, c'est quelque chose d'important. On se place comme un intermédiaire entre un agriculteur dont on connaît le langage, les difficultés, puisqu'on est nous-mêmes agriculteurs. On est sur des temps longs. Un temps agricole, c'est un temps long. Et l'intermédiaire avec un client,
admettons un plus grand groupe, en tout cas quelqu'un qui est sur le produit fini et qui lui va avoir des enjeux industriels, économiques plus courts. Et donc on joue ce rôle-là, on s'engage. Mais la vanille, par exemple, pardon de vous interrompre, c'est dans quel pays vous la produisez? Madagascar, principalement. Ouais. C'est d'ailleurs le premier producteur au monde de vanille sur les volumes. Ouais. Mais ça veut dire que vous avez un salarié ou des salariés qui sont à temps plein à Madagascar. Comment vous maintenez le lien et malgré tout le contrôle? Parce qu'il y a une notion de contrôle, quoi. Alors, on maintient le lien parce qu'on a des équipes qui se déplacent. Et après, localement, l'objectif est toujours d'identifier des producteurs. On a 3 schémas d'intégration de filières. Soit on identifie des producteurs existants, on n'a pas la prétention de faire les choses mieux que tout le monde. Hein. Je veux dire, il y a des gens très compétents à travers le monde qui travaillent depuis longtemps. Et qui connaissent leur métier, qui connaissent le pays et qui connaissent la terre. Exactement. On est d'accord. Donc dans le cas de Madagascar, c'est ce qui a été fait, c'est-à-dire qu'on a identifié un préparateur, un partenaire sur lequel on va accompagner et sur lequel on crée un climat de confiance suffisamment important pour qu'il y ait un échange d'informations qui se fasse. Je voudrais qu'on parle de formation, parce que je pense que c'est un enjeu important pour un groupe comme le vôtre, et d'une manière générale pour beaucoup d'entreprises qu'on reçoit ici dans Smart Impact, qui sont dans cette ambition et dans cette logique de transition écologique. C'est quoi votre programme de formation pour vos salariés en France, mais peut-être aussi pour vos partenaires à l'étranger? On commence par la France. Alors là, en France, la formation, alors bon, on est une PME familiale, donc c'est encore un contexte, je pense, un peu différent, qui a d'ailleurs une place à jouer assez importante, je pense, en matière justement d'accompagnement et de faire participer l'ensemble des collaborateurs dans un projet d'entreprise. On essaye d'impliquer l'ensemble des personnes qui travaillent avec nous dans ce projet-là. Donc la formation, l'apprentissage, la transmission des savoirs, c'est effectivement quelque chose qui a une place très importante. On travaille beaucoup en interne, nous aussi, l'évolution des salariés. Hein. On a des grands enjeux sur le recrutement d'ailleurs. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez classique, mais encore plus dans le secteur agricole et dans notre industrie. Donc on met en place des plans de formation adaptés avec des outils, on va dire, plutôt maison, parce qu'il faut s'adapter aux réalités économiques aussi de chaque entreprise. Et ça, c'est effectivement clé pour... Aujourd'hui, d'ailleurs, les collaborateurs sont de plus en plus en demande de faire partie de sociétés qui leur donnent du sens. Oui, bien sûr. C'est un enjeu de cohésion interne, c'est un enjeu de recrutement. Vous l'avez dit, ça passe et ça rejoint un autre. On viendra sur l'international et la formation à l'international après, mais ça rejoint un autre engagement qui est l'engagement de l'ancrage local. C'est-à-dire que vous avez des partenariats, par exemple, avec les lycées professionnels. Oui. Pourquoi, au-delà de l'intérêt de pouvoir repérer des talents et les recruter? C'est quoi cet engagement? L'engagement, alors on est sur le territoire depuis 5 générations, donc on a un devoir aussi de préserver ces savoir-faire et de les transmettre, donc ça je pense que c'est un enjeu important, c'est ancré dans notre ADN, donc on a cette fonction-là d'être un lieu d'accueil pour ces apprentis, ces stagiaires. Après c'est aussi, vous l'avez dit, une façon de faciliter le recrutement, même si c'est pas forcément quelque chose de si évident que ça, parce que... C'est des métiers où il est compliqué de recruter aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est pas si, pardon, mais sexy, les métiers de l'agriculture, c'est un peu difficile de convaincre. Alors, le métier de l'agriculture, vis-à-vis des jeunes, reste encore une voie d'échec scolaire. On n'y va pas forcément par choix. On y vient plus tard par choix parce qu'on comprend les enjeux ou les challenges qui s'offrent à nous pour régler... Enfin, pour certaines perspectives d'ailleurs, notamment environnementales, mais un jeune va dans un parcours classique va rarement s'inscrire directement dans ces parcours-là. Donc c'est compliqué effectivement de recruter. Je pense qu'il y a une dévalorisation de certains métiers agricoles en France, mais on va le retrouver aussi dans les pays. Hein. Plus les pays s'industrialisent, plus il y a un désaveu de l'agriculture qui est perçu souvent encore comme pas un sous-métier, mais en tout cas un métier à moindre valeur ajoutée. Alors je reviens sur la logique de formation, mais cette fois-ci avec vos partenaires à l'étranger. Comment c'est reçu ? C'est-à-dire que vous arrivez, vous dites on a cet enjeu de transition, nos clients nous le demandent, ils sont dans cette logique RSE eux aussi, donc si on veut garder nos marchés, il faut qu'on affiche une transparence et des résultats. Comment ce message vous le faites passer? Comment il est reçu? Alors ce message, il est reçu de façon différente si vous le donnez, on va dire immédiatement, ou si il se construit avec le partenaire. Ouais. C'est très important d'être dans la co-construction et donc de faire participer le partenaire à la définition des actions et le faire lui-même arriver à ce besoin de formation. Ça, c'est
point le plus important, parce que sinon, effectivement, ça peut paraître comme quelque chose de très superficiel qui arrive d'un donneur d'ordre qui ne connaît pas la culture, etc. Puis on imagine bien, on arrive à Madagascar, on est les Français, avec notre arrogance légendaire et on vous fait la leçon, quoi. Donc ça ne marche pas. Donc il faut co-construire. Donc on passe vraiment par ce qu'on appelle un diagnostic sur les différents enjeux et sur la particularité des enjeux sociaux, et on va identifier avec le partenaire ce besoin en formation et de montée en compétences. J'ai vu que vous, dans ce cadre-là, vous travaillez avec une ONG qui s'appelle Ressources Humaines Sans Frontières. Qu'est-ce qu'elle vous apporte ou qu'est-ce qu'elle vous permet d'éviter comme erreur? Vous voyez ce que je veux dire? Exactement. Alors, on s'est rendu compte rapidement, parce que nous, tout début, c'est vrai qu'on a principalement adresser la problématique des enjeux environnementaux. Étant dans l'agriculture, ça semblait quand même quelque chose d'assez... qui arrivait en premier. Et rapidement, je me suis rendu compte que non, c'est l'enjeu social qui est quand même fédérateur de la réussite d'un programme de filière durable. Et pour adresser des réponses pertinentes, en tout cas une direction cohérente, ça c'est un métier, le social, on a préféré se faire accompagner. Et donc on a adhéré à un fonds de dotation d'entreprise de cette ONG RHSF, donc Humaines Sans Frontières, qui est une ONG française basée à Toulouse et qui a la particularité d'être extrêmement terrain, avec qui on a réussi à construire une relation extraordinaire, puisqu'elle nous apporte justement cette sensibilité et cette possibilité de différencier l'audit de conformité du diagnostic et de la mise en place d'actions sur une base de collaboration, parce que c'est des enjeux très complexes qui ne vont pas se résoudre sur un temps court et sur lesquels il faut avoir une vision long terme. Vous êtes présent dans combien de pays ? Alors, en filière d'approvisionnement. En filière d'approvisionnement, on a dit 45. Après, c'est dans différents pays. Principalement, on a 43% sur la partie Afrique, donc sur lesquels il y a quand même des risques assez majeurs. Oui, puis à chaque pays, sa culture, son identité, peut-être même ses lois, ses règlements. Donc l'ONG vous aide aussi à vous adapter à ça. Alors, l'ONG nous aide aussi à travailler par rapport à ça. Et on a travaillé, nous, un outil interne qui est une cartographie, du coup, par filière. Donc, on a quelque chose d'assez global, effectivement, par pays, où il y a des enjeux, comme vous l'avez dit, politiques, économiques. Et après, on rentre vraiment dans le détail d'une culture en particulier, parce que les risques ne vont pas être les mêmes. Par exemple, entre une culture de jasmin, de vanille, même si on est dans les mêmes pays, dans les mêmes zones géographiques, parce que la culture va, par exemple, avoir des tâches manuelles plus longues, sur des périodes, par exemple, où on tombe pendant des vacances scolaires, donc on va se heurter à des risques de travail des enfants, etc. Donc il y a vraiment quelque chose de très précis. On va vraiment dans le détail pour diagnostiquer les choses le mieux possible. Sur la transparence, on l'a compris, elle est demandée par les consommateurs, elle est demandée par les clients de vos clients. On est dans une chaîne de pression d'une certaine façon. Comment vous mesurez, vous, votre impact ? Le reporting, comment vous le faites ? Alors, on le fait aujourd'hui en fonction de certains secteurs d'activité. On est plus encore proactif que de demande de clients. Donc ça, c'est quand même important de le dire. La partie RSE, c'est quelque chose qui est pas aujourd'hui encore un prérequis de référencement, contrairement à l'hygiène, la qualité ou le risque industriel. Donc, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'on est assez proactif aujourd'hui vis-à-vis de nos clients. Et donc, on fait un reporting assez transparent, après avec des indicateurs qui sont variables en fonction des risques et des pays. Mais en tout cas, je considère que ça fait partie de notre responsabilité. Vous avez dit que le consommateur attend des marques ou des grands groupes, effectivement, de l'information. Mais cette information, pour ces sociétés-là qui ne sont pas au contact, elle est difficile à obtenir. Donc, il faut qu'ils s'appuient sur des sociétés qui sont au contact, souvent des sociétés plus petites, PME. Et je pense qu'on a vraiment, en tant que PME, ce rôle-là à jouer aujourd'hui et cette carte-là à adresser. Mais est-ce que c'est parfois compliqué de réunir ces données ? C'est compliqué. Pour tenir votre promesse de reporting, il faut une fois, il faut aller au bout de la chaîne. C'est compliqué, donc il n'y a pas obligatoirement aujourd'hui des outils disponibles, des données accessibles sur l'ensemble des sujets. Donc on est souvent obligé de créer des propres outils que l'on va partager donc, avec des clients, avec des organismes. On va alimenter. On s'appuie quand même beaucoup aussi sur des référentiels de certification qui ont le mérite, en tout cas pour des sociétés de notre taille, d'apporter un cadre et des grilles de suivi. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça permet d'ailleurs à nos collaborateurs de pouvoir eux-mêmes s'inscrire dans des objectifs précis. Donc on est beaucoup aussi sur la création de ces outils. Est-ce que, très concrètement, il y a vous nous avez parlé d'accompagnement, de co-construction, est-ce qu'il y a des partenaires que vous avez dû laisser sur le bord du chemin ?
Parce que ça ne matchait pas, parce que vos enjeux étaient élevés et que ce n'était pas possible. Alors aujourd'hui, on part plutôt de l'inverse, parce qu'on construit, donc on va plutôt être dans de l'identification. Après, on a plutôt orienté les organisations, ça c'est vrai, notamment, j'ai parlé d'identification de partenaires, on peut avoir un autre schéma qui est la constitution de coopératives, forcer à conseiller à des producteurs de se rassembler par le biais de coopératives pour justement avoir comme une structure et une sécurisation pour nous de l'approvisionnement. Et après, on a le dernier schéma où lorsqu'effectivement on n'arrive pas à identifier un partenaire ou une organisation conforme à ce que l'on aimerait mettre en place, on intègre complètement. Et donc là, on peut monter nous-mêmes le projet nous-mêmes en direct. Donc là, on est sur une intégration verticale totale avec une maîtrise comme si on était en Pays Grassois. Je voudrais parler de biodiversité, peut-être sur vos sites de production justement en Pays Grassois. Comment vous préservez la biodiversité ? Alors, on a différents programmes. Là, récemment, on a décidé de créer un jardin expérimental, donc en plus des exploitations que l'on a, donc, qui est une sorte de laboratoire R&D à ciel ouvert, donc un peu moins d'1 hectare, où on a justement, où on va travailler l'acclimatation, on va travailler des différentes méthodes de culture pour s'adapter justement, par exemple, à des enjeux climatiques. On va travailler aussi la maîtrise du matériel végétal, donc les semis, les boutures, etc. Voilà, donc on expérimente aussi beaucoup. Et pour faire quoi ? Pour réduire le nombre d'intrants, pour être de plus en plus bio, c'est quoi l'objectif ? Alors l'objectif, il peut être divers, il peut être bien évidemment, alors nos programmes sont engagés dans de la production biologique, mais de travailler justement les intrants, la consommation en eau par exemple, de limiter le labour des sols, et donc d'avoir des pratiques, on va dire vraiment en matière, favorables pour la préservation des sols. Agriculteur, c'est déjà la philosophie de base. L'agriculteur cherche à préserver sa terre. Bien sûr, mais malheureusement, certains d'entre eux ont été poussés économiquement à faire quelque chose qui était contre-intuitif. Alors, comme vous le dites, économiquement. C'est vrai que je ne pense pas que ce soit, c'est mon avis, dans l'ADN d'un agriculteur. Je pense qu'effectivement, le monde économique, à un moment donné, conduit des productions plutôt intensives, ou en tout cas, a revu les superficies acceptables aussi par agriculteurs. Donc on repense ces schémas-là. Et surtout, ce lieu a vocation d'être un lieu de formation, parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs partenaires que l'on a sur Pays de Grâce sont beaucoup des personnes en reconversion professionnelle. Donc ce ne sont pas ces fameux jeunes, comme je disais, il faudra qu'on les attire, et on travaille dessus avec des programmes avec les lycées horticoles. Mais en tout cas, ces personnes qui nous arrivent en reconversion sont des personnes extrêmement motivées, mais qui ne connaissent pas le métier. Donc il faut leur apprendre. Et donc ce jardin d'expérimentation sert aussi de transmission de pratiques pour les accompagner, on va dire, le mieux possible, et ne pas... Il n'y a rien de pire que d'un échec, en fait. Évidemment. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Cécile Mull d'être venue présenter vos enjeux RSE. À bientôt sur Bismart. On passe à Smart Ideas. C'est déjà Noël. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec Margot Bruineau, bonjour, bienvenue. Vous êtes la cofondatrice des éditions En Cavale, créée en 2019 avec Astrid Faure. C'était quoi votre idée de départ, En Cavale ? Les éditions En Cavale, c'est une maison d'édition de jeux d'enquête pour enfants, nouvelle génération. Un de nos buts, c'est de s'attaquer à un problème de société qui est la surexposition des enfants aux écrans, avec tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui, les déficits cognitifs, mais surtout les déficits de créativité, d'imagination que ça entraîne. Et donc vous transformez les enfants en chasseurs de trésors, en enquêteurs, c'est ça ? Exactement. On crée des jeux qui réveillent la créativité et l'imagination, des jeux très immersifs et interactifs, mais l'enjeu, c'est de faire de l'interaction sans écran, avec du papier, du carton, des objets. Et donc tout repose sur de l'échange épistolaire, de l'échange postal, où on leur donne un rôle de super-héros, un rôle d'espion, ils doivent mener des enquêtes et nous répondre à l'Académie des enfants espions. Comment ? Donc ça, c'est une boîte qu'on reçoit chez soi, c'est ça ? Expliquez-nous. Ouais, exactement. Enquête en Cavale, du coup, ça se présente sous forme d'épisodes. Les enfants reçoivent un premier épisode dans lequel ils apprennent qu'ils ont été admis à l'Académie des enfants espions, une agence top secrète dont les adultes n'ont aucune idée. Et on leur explique qu'ils ont été choisis, eux, spécifiquement, pour leur esprit créatif, leur ingéniosité, et vraiment leurs yeux d'enfant à eux, qui fait qu'eux vont pouvoir sauver le monde plutôt que les adultes.
On leur confie tout un tas de matériel, un carnet d'enquête, des jolis objets, donc des roues cryptographiques pour déchiffrer des messages. Ils ont tout un tas d'énigmes à résoudre, mais surtout, on va leur demander de nous répondre à l'écrit grâce à un bulletin-réponse et une lettre préaffranchie. Oui. Ils vont mener leur enquête, nous écrire et recevoir la suite de leur enquête, donc sous forme d'un deuxième épisode, etc. etc. On va parler du calendrier de l'aventure dans un instant, mais cette histoire, elle est liée aussi à votre histoire personnelle. Ouais. Pourquoi ? Avec Astrid, on est des grandes enfants toutes les deux. Oui. J'ai grandi dans un centre de loisirs entouré de beaucoup. Votre maman était directrice de centre de loisirs, c'est ça, c'est drôle. Du coup, j'étais en colo à 7 mois et c'est un monde qui m'a toujours beaucoup alimenté. Astrid, pour d'autres raisons, exactement pareil. Et on est fan de littérature jeunesse, en fait, de cette bulle d'imagination, cette bulle d'enfance très particulière. C'est une vision d'enfance qui se perd. Oui, et puis avec cette idée d'être un acteur et pas d'être passif derrière un écran. Alors, le calendrier de l'aventure, c'est quoi l'idée ? C'est un calendrier sortir des chocolats qui ne sont pas très bons et des jouets microscopiques fabriqués loin d'ici. On va dire ça comme ça. Oui. C'est un calendrier de l'avant enquête. Donc, chaque jour, pendant 24 jours, il y a une grande enquête à mener. Cette enquête est portée par de l'audio. Donc, on va pouvoir écouter en famille un épisode avec une histoire qui emmène les enfants en haute montagne. Opération Neige éternelle. On les sensibilise à l'environnement de la montagne, de la haute montagne. Et surtout, ils ont tout un décor à monter qui va être le décor d'enquête. Le tout, donc, dans cette boîte avec des objets en carton, des objets recyclés, etc. D'accord. Combien ça coûte ? C'est un abonnement ? C'est quoi le système ? L'enquête par courrier coûte 25 € par mois. D'accord. Le calendrier coûte 35 €. D'accord, 35 € pour recevoir tous les jours un message audio différent, c'est ça ? Exactement, avoir un nouvel objet et puis recevoir chaque jour l'histoire. Alors, ce sont des enquêtes qui sont made in France et inclusives. Pourquoi ? Expliquez-nous. Alors, made in France, pour le choix à la fois de nos producteurs, donc presque tous nos producteurs sont en région Rhône-Alpes spécifiquement, et sinon en France. Donc, quand vous dites producteurs, ça veut dire les objets qui sont envoyés, quoi, d'accord, ouais. Donc, on a notre usine de carton à Saint-Étienne, par exemple. Le choix de ces fournisseurs, c'est aussi fait sur des critères éco-responsables. Donc, on regarde leur certification, les labels FSC qu'on connaît bien, des labels un peu plus niches comme Imprime Vert. Donc, c'est vraiment un label qui va compenser l'économie du print et rendre cette économie plus verte. Et puis, la partie inclusive, c'est la partie plutôt montage. Donc, on travaille avec un ESAT et un EA, une entreprise adaptée. C'est des ateliers où des personnes avec des handicaps travaillent, ont un rythme complètement adapté à leurs besoins. Et on travaille avec environ 300 personnes à Lyon qui ont monté depuis le début à peu près 50 000 épisodes pour un cavale. Donc c'est un vrai partenariat et c'est vraiment chouette. Vous en êtes tout de votre développement ? On est une petite équipe de 7, on a 3 ans et on va faire a priori 1 million de chiffre d'affaires cette année. C'est que le début parce que nous, le but, c'est surtout d'avoir le plus d'enfants en cavale sensibilisés à ces thématiques de la nature donc, qu'on promeut à travers nos enquêtes, à travers la France et le monde. Aujourd'hui, il y a 20 000 familles, mais voilà, on espère beaucoup plus demain. Eh ben, on vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci Margot Bruno. Bon vent aux éditions En Cavale. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury à la production et à la programmation, Margot Ruot, Romain Luc à la réalisation et Saïd Mamou au son. Je ne dirais pas quel qualificatif a choisi Joséphine Dacoury pour qualifier Saïd Mamou aujourd'hui. Ce ne serait pas sympathique.